En février 2003, des morceaux d'un corps féminin sont découverts au bord d'un canal, dans le nord de la France. Les affaires dans lesquelles on retrouve des corps de victimes dépecées ne sont pas très nombreuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Les experts concluent que le corps a été découpé avec une scie. L'acte, il est vraiment barbare. On va chercher au fond de ses tripes pour faire ce genre de choses. Les gendarmes identifient la victime. Il s'agit d'une femme de 59 ans. Ça n'a pas été facile de cerner un petit peu la personnalité de Janine Sobka. On n'a pas trouvé de famille proche qui pouvait parler d'elle. Qui pouvait en vouloir à cette retraitée apparemment sans histoire? Lorsque les enquêteurs vont découvrir la vie sentimentale pour le moins tumultueuse de Janine Sobka, ils vont se pencher sur tous les amants qu'elle a collectionnés. Les investigations conduisent les gendarmes sur les traces d'un tueur en série belge, surnommé le dépeceur de Mons. Côté belge, ils se sont dit ça y est, ça recommence, ils ont eu peur. Ici, on s'est dit ça y est, il est venu dans le nord de la France. Finalement, un chef d'entreprise, voisin de la victime, retient toute l'attention des enquêteurs. Si mon client n'avait pas été propriétaire d'une scierie, il y a tout lieu de penser qu'on ne se serait jamais intéressé à lui. Le travail acharné de la section de recherche de Lille a ouvert de nombreuses pistes, sans pouvoir toutes les refermer. Mais qui a tué Janine Sobka? Nous sommes à Locquignol, petite commune située dans le Nord-Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de la frontière belge. C'est ici, sur les bords du canal de la Sambre, qu'une des affaires criminelles les plus troublantes de ces dernières années a débuté en février 2003 par la découverte de restes humains. Les gendarmes en charge de l'enquête finissent par faire le rapprochement avec la disparition d'une retraitée de 59 ans. Son nom, Janine Sobka. Qui a tué cette femme? Pourquoi a-t-on découpé son corps? Ce meurtre a-t-il un lien avec une enquête menée en Belgique sur un tueur en série, surnommé par la presse le dépeceur de Mons? Aujourd'hui, toutes ces questions sont encore sans réponse. Retour sur une affaire qui demeure à ce jour non élucidée. Mardi 25 février 2003, 8h30. Sur la base nautique de la commune de Locquignol, une belle journée s'annonce. À cette heure-ci, les rives du canal de la Sambre sont peu fréquentées par les promeneurs et les pêcheurs. Frédéric Gouin était alors chargé de l'entretien des espaces verts de la base nautique. Pour lui et son équipe, c'est une matinée de travail comme les autres qui débute. Le garde champêtre de Locquignol, avec qui on travaille, nous dépose, moi et mon collègue, sur les lieux où est-ce qu'on allait élaguer, nettoyer, tondre, tout ce qui était espace vert. Comme d'habitude, l'agent d'entretien procède au nettoyage des rives du cours d'eau. Son attention est alors attirée par quelque chose d'inhabituel. Il y a facilement 200 mètres de berge. Et donc c'est là qu'on trouve le fameux sac au niveau de la berge, trempé dans l'eau. Intrigués par la présence de ce sac, ainsi que par son volume, les employés décident de l'ouvrir. Ils découvrent à l'intérieur une grosse pierre et 2 autres sacs. Vu la couleur de ce qu'il y avait dedans, assez blanc, on s'est dit c'est peut-être une bête. On s'est aperçu qu'il y avait un talon. Là c'était autre chose. Là, il n'était plus question de bête. Les 2 employés comprennent qu'ils viennent de repêcher un membre humain. On a vu le restant du pied, donc là, c'est là qu'on s'est dit que c'était vraiment des parties d'un corps humain. C'est là que tout a démarré, quoi. Alertés par le responsable de l'équipe de nettoyage, les gendarmes des communes avoisinantes, Berlaymont et Avesnes-sur-Helpe, se rendent immédiatement sur la base nautique. On a commencé à voir la première camionnette de gendarmerie qui arrivait sur les lieux. Et à partir de là, ça a été un défilé total de camionnettes de gendarmerie. Les enquêteurs constatent que les sacs contiennent la partie inférieure d'une jambe provenant d'un corps féminin et un bras dont la main a été sectionnée. Bernard Beffy a été procureur de la République d'Avesnes-sur-Helpe. Il se souvient précisément des tout débuts de cette affaire.
Les gendarmes ont évidemment entendu toutes les personnes qui avaient l'habitude de fréquenter ce lieu. Alors, en cette période de l'année, on est quand même au mois de février, il fait froid, les visiteurs sont plutôt rares. Donc vont être entendus en priorité ceux qui étaient chargés de l'entretien des berges de la Sambre. Et ce sont eux surtout qui vont faire les témoignages les plus intéressants puisqu'ils vont déclarer que la veille, ils avaient déjà procédé au nettoyage du terrain, qu'ils n'avaient pas remarqué la présence de ce sac. Le sac a donc été déposé dans la nuit ou au petit matin de ce 25 février. Les gendarmes interrogent les cantonniers pour comprendre si le sac a pu dériver avec le courant. Ils cherchent à déterminer à quel endroit il a vraisemblablement été déposé. Il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien. Les écluses, elles fonctionnent seulement que pour l'été, pour les plaisanciers. Pour ma part, c'est impossible qu'il ait dérivé avec le courant. Pour les gendarmes, le sac a donc été déposé près du lieu de sa découverte. Ils concentrent leurs recherches sur cette partie de la Sambre, située entre un pont et un petit barrage. Florence Delcine, journaliste à La Voix du Nord, a couvert les débuts de cette enquête. Nous, on était suspendus donc, à cette phase de l'enquête où voilà, toutes ces forces de gendarmerie étaient dans la forêt, autour de la Sambre. Et bon, ils cherchaient une aiguille dans une botte de foin. En draguant le canal, les plongeurs de la gendarmerie pensent trouver d'autres fragments humains. À 500 mètres du lieu de la découverte, ils repêchent un autre sac poubelle noire. Ils sont alors persuadés d'avoir trouvé d'autres morceaux de cadavres. Mais le sac ne contient que des chapelets et de nombreux objets religieux. Ces éléments surprenants sont immédiatement mis sous scellé. À proximité, les enquêteurs découvrent également 2 roses rouges emballées, accompagnées d'une carte de la Saint-Valentin. Malheureusement, non, on ne peut pas se fonder effectivement sur ces objets-là. Non, rien, encore une fois, n'indique qu'ils ont un lien avec l'affaire pour essayer de remonter une piste quelconque. Une semaine après la découverte de ce bras et de cette jambe, les gendarmes n'ont toujours pas trouvé d'autres fragments humains. L'identité de la ou des victimes reste une énigme. Le 3 mars 2003, le parquet d'Avesnes-sur-Helpe ouvre une information judiciaire pour homicide volontaire. Le lendemain, un homme qui promène son chien sur la commune de Vieux-Condé, à 60 km de Locquignol, va faire une nouvelle découverte macabre. Cette fois, il s'agit d'un tronc féminin échoué sur les berges du canal de l'Escaut. Les policiers de Valenciennes se transportent immédiatement à Vieux-Condé. Les policiers vont intervenir, vont effectivement, là encore, effectuer un certain nombre de recherches en amont et en aval du lieu de découverte pour voir s'il n'y a pas d'autres débris humains, d'autres membres de ce corps, et ils ne vont rien trouver. À la différence de la Sambre, l'Escaut est un canal large, surnommé l'autoroute, en raison de l'importance de son trafic fluvial. Albert Douleg est responsable de l'écluse de Denain, qui se trouve à quelques kilomètres de Vieux-Condé. À l'époque, ses collègues ont été entendus par les enquêteurs, qui cherchaient à comprendre si, comme à Locquignol, le tronc avait été déposé à l'endroit où il a été découvert, ou s'il avait pu être entraîné dans le sillage d'une embarcation. Parce que le bateau il navigue avec les moteurs, ça fait un appel de courant au moteur, avec l'hélice. Donc s'il y a un corps étranger, que ce soit même un sachet, ou les mariniers peuvent même prendre des cordes dans leur hélice ou un bout de bois, et ça peut rester éventuellement collé en dessous de la coque. Ça peut durer peut-être 1 km ou 10 km. Grâce au témoignage des éclusiers, les policiers comprennent que le tronc retrouvé à Vieux-Condé a pu être déposé dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de son lieu de découverte. La recherche de nouveaux fragments humains ou d'indices complémentaires s'avère alors très difficile. Vu la taille du fleuve, vu également les multiples possibilités de provenance de ce tronc, eh bien, ils vont abandonner assez rapidement les recherches parce que il s'agissait vraiment de recherches qui ne pouvaient aboutir, sauf à un coup de chance extraordinaire, à la découverte d'autres parties de ce corps. Olivier Urbain a suivi toute l'enquête pour l'Observateur de l'Avesnois. Les débuts de cette affaire hors du commun l'ont particulièrement marqué. C'est inédit. Pour nous, journalistes, pour moi, journaliste, ça fait plus de 15 ans que je fais ce métier. Clairement, c'est inédit. On n'a jamais retrouvé de morceaux éparpillés comme ça un peu partout. On se rend compte qu'effectivement, c'est une histoire qui sort de l'ordinaire. Pendant plusieurs semaines, on va faire nos unes dessus. On avait d'autres faits divers
voilà, des règlements de comptes familiaux, tout ça, mais un bras et une jambe découpés dans des sacs plastiques, ça, on n'avait quand même jamais vu ça ici. C'est quelque chose qui est pesant. Parce que en dehors dans une rédaction, on peut plaisanter en disant tiens, on a trouvé un morceau à tel endroit. Quelque part, on se préserve en disant ça parce que il y a une vraie crainte, une vraie peur. On a même des gens qui nous interpellent en disant moi ce jour-là j'ai entendu crier, même si c'est faux, mais les gens commencent à créer leur propre film et s'inquiètent réellement de ce qui se passe. Avec un bras, une jambe et un tronc retrouvés à une semaine d'intervalle dans des endroits différents, les enquêteurs sont désormais confrontés à un véritable puzzle humain. Des prélèvements sont effectués et envoyés à l'Institut biologique du Centre hospitalier de Nantes afin d'établir et de comparer l'empreinte génétique de ces différents morceaux de corps. Parallèlement, les expertises de plusieurs médecins légistes sont ordonnées. Les restes humains retrouvés à Loquignol et à Vieux-Condé sont examinés séparément dans les instituts médico-légaux de Lille et de Valenciennes. Bernard Marc est médecin légiste. Il a accepté de nous expliquer à quelles difficultés ont été confrontés les experts. Dans le cas qui nous concerne, on a un membre supérieur avec une section de la main. On a un tronc et on a un segment de membre inférieur qui a été découpé. On n'a que des informations fragmentaires. L'interprétation de ce qu'on va découvrir est beaucoup moins aisée que dans une autopsie d'un corps entier. Bien évidemment, là, il y a le temps qui a modifié les choses et il y a la découpe qui aussi a modifié largement les conclusions. Les experts procèdent à l'examen externe des fragments. Ils commencent par rechercher des traces biologiques qui pourraient permettre d'identifier l'auteur des faits. On va essayer évidemment de retrouver des traces ADN ou des empreintes digitales. Malheureusement, ces recherches vont être vaines. Les légistes constatent ensuite l'existence de lésions. Seul le tronc présente 4 plaies linéaires au niveau des mamelons. Alors des plaies linéaires, c'est une plaie occasionnée probablement par un instrument coupant, mais qui peut être très large. Il peut s'agir d'une lame fine. Non pénétrante, donc occasionnée sans avoir dépassé le derme. Ces plaies superficielles ne peuvent pas être la cause du décès. Les légistes continuent de chercher l'origine de la mort. Bien sûr, il va manquer énormément de choses. La tête, un projectile reçu au niveau de la tête, le cou. Est-ce qu'une strangulation, est-ce qu'un coup porté au niveau du cou sont apparents? Tout ça, on ne peut pas le dire. Et ce sont des zones où effectivement les causes du décès sont les plus fréquentes. Là, le seul élément utilisable va être le tronc. Les experts découvrent des lésions sur les poumons de la victime. Ils en concluent qu'elle a vraisemblablement été asphyxiée. Ils cherchent ensuite à déterminer comment le corps a été découpé. Est-ce qu'il y a eu l'usage du même instrument? Est-ce que ces plans de coupe sont dits anatomiques, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait des connaissances? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une découpe grossière? Des expertises complémentaires sont ordonnées. Le médecin légiste va être aidé de tous les laboratoires de police technique et scientifique et de spécialistes. Les anthropologues, par exemple, apportent des éléments extrêmement intéressants sur des os qui ont été sectionnés. L'adjudant Franck Nolot est expert en anthropologie à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, où les fragments humains retrouvés à Loquignol et à Vieux-Condé ont été analysés. Il a accepté de nous dévoiler les techniques d'expertise de son service. Quand on va recevoir un scellé contenant encore, on va dire, donc des matières molles, musculaires ou autres, on va être obligé donc de décharner et d'enlever ces différents tissus mous pour pouvoir faire réapparaître uniquement les ossements. On va faire un examen à la loupe binoculaire à différents grossissements et voir un petit peu et déterminer si on voit des stries sur la section, si on voit ces différentes choses. L'anthropologue peut aider les légistes à déterminer avec quel outil les os ont été découpés. Là, il s'agit bien de découpes très régulières, donc évoquant l'utilisation plutôt d'une machine que l'utilisation de la main humaine, éventuellement avec un outil. Pour l'adjudant Franck Nolot, les traces visibles sur les os sont compatibles avec l'utilisation d'une scie électrique. Une scie électrique, si elle a une puissance suffisamment importante, mais en fait, c'est comme quand vous allez chez un boucher, quand il découpe à la scie, l'os il est découpé instantanément, il n'y a pas d'accroche particulière. C'est alors que l'Institut biologique du Centre hospitalier de Nantes livre ses conclusions aux enquêteurs.
Le bras, la jambe et le tronc ont la même empreinte génétique. Il n'y a donc qu'une seule et même victime. Mais qui est cette femme ? On a le sentiment, dès le début de cette affaire, Jean-Marc, que l'enquête risque d'être très compliquée. Il n'y a pas de scène de crime à exploiter. Les lieux de découverte des restes humains ne sont probablement pas les lieux de dépose. Il est donc particulièrement difficile de retrouver des indices pouvant mener jusqu'à l'auteur des faits. C'est vrai, au début de cette affaire, en dehors de l'expertise médico-légale, les enquêteurs n'ont que deux éléments matériels à exploiter. D'une part, les sacs poubelles, d'autre part, les pierres qui les lestaient. Ils vont donc devoir s'attacher à en déterminer la provenance, l'origine. Alors nous sommes face à un mode opératoire très particulier, à un acte extrêmement choquant. Non seulement le meurtrier a découpé sa victime, mais il a disséminé les morceaux de corps dans des endroits géographiquement très éloignés. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de sa personnalité ? La découpe d'un corps, aussi terrible, aussi choquante soit-elle, ne porte pas nécessairement la signature d'un pervers quelconque qui aurait prémédité cet acte. J'ai eu moi-même à traiter plusieurs affaires similaires et à chaque fois, les auteurs avaient commis la découpe pour se débarrasser plus facilement du corps. Plus discrètement. Plus discrètement et plus facilement des corps. Les profils de ces gens étaient certes tous différents les uns des autres, mais il ne s'agissait pas de malades mentaux. C'était, si on peut dire, des crimes ordinaires, commis par des gens ordinaires, des crimes passionnels commis par haine, par vengeance, par jalousie. Dans toutes ces affaires, les auteurs se sont rendus compte qu'il était plus facile de tuer que de se débarrasser du corps. Mais vous n'excluez cependant pas, dans le meurtre de Janine Sopka, l'hypothèse d'un crime commis par un sadique. Non, je dis simplement que dans ce type d'affaires, il ne faut pas se laisser aveugler par l'horreur des faits et en tirer des conclusions trop hâtives. Pourquoi, selon vous, le meurtrier a-t-il déposé les morceaux de corps dans différents endroits ? A priori, en faisant cela, il multipliait les risques d'être vu par des témoins. Oui, bien sûr, mais je crois qu'à ce moment-là, sa préoccupation essentielle n'était pas celle-là. C'était de retarder l'identification du corps et par là même de retarder les investigations qui pourraient mener jusqu'à lui. Je vous rappelle, Arnaud, qu'on retrouve un bras sans main. On était en 2003 et en 2003, l'auteur de ce crime ne savait peut-être pas qu'on pouvait identifier des gens grâce à l'ADN et pas seulement par des comparaisons d'empreintes digitales. Grâce aux experts de la gendarmerie nationale, on sait que le cadavre a été découpé au moyen d'une scie électrique. Est-ce que cette information peut donner des orientations d'enquête ? Oui, bien sûr. On peut en déduire que le tueur disposait d'un local assez grand et assez discret pour procéder à la découpe du corps. On peut en déduire aussi que c'est quelqu'un qui savait manier de l'outillage électrique, que c'était un bricoleur. Mais personnellement, j'ai du mal à croire qu'une scie sauteuse ou qu'une scie circulaire utilisée par le bricoleur du dimanche puisse procéder à des découpes aussi nettes sur l'épaisseur entière d'un corps. L'urgence pour les enquêteurs est maintenant d'identifier la victime. Ils vont recenser 8 femmes disparues au cours des 3 derniers mois dans le nord de la France. Et parmi elles, une quinquagénaire dont l'entourage a signalé la disparition 5 jours avant la première découverte macabre de Loquignol. Une brosse à dents est saisie à son domicile pour établir son profil génétique. Le 16 mars, les gendarmes reçoivent les résultats des analyses biologiques. Les experts sont formels. L'ADN extrait des morceaux de corps repêchés et celui d'une certaine Janine Sopka. La victime, une retraitée de 59 ans, vivait dans le paisible village de Saint-Hilaire-sur-Elbe. On connaissait un petit peu Janine Sopka et donc voilà, tout de suite on a vu que ses membres, c'était pas seulement des membres, c'était aussi une personne qu'on connaissait et donc voilà, ça a suscité encore plus d'émotions et voire d'empathie et même d'intérêt pour cette affaire. C'était quelqu'un du coin. Michel Coupillot est le maire de cette petite commune où habitait Janine Sopka. Sa mairie est située à quelques dizaines de mètres du domicile de cette femme discrète. D'ici de mon bureau, quand elle passait à pied, on jette toujours un coup d'œil au village. Hein. Bon, je la voyais. C'était une personne correctement habillée, jeune et agréable, comme on dit. Hein. Les gendarmes interrogent tous les habitants de la rue de la mairie, dont Elian Mérès, qui résidait juste en face de chez Janine Sopka. Elle prenait sa voiture, bonjour, bonsoir, c'était terminé. Elle était polie, toujours bien habillée, elle changeait souvent de tenue, couleur de cheveux. Nora a coiffé Janine Sopka pendant plus de 10 ans. Elle évoque avec émotion cette cliente sympathique. C'était quelqu'un que j'appréciais énormément. Quoi. À l'arrivée, même si moi j'avais des fois pas trop le moral, mais bon, Janine arrivait, bon, elle nous le rendait quoi.
Elle avait toujours envie de changement, de nouveauté. Elle voulait toujours être à la de dernière tendance. Il fallait qu'on la remarque, quoi. Voilà. Fernande Leduc était la voisine de Janine Sobka. Elle se souvient de son accueil chaleureux lors de son arrivée dans le quartier. Quand je suis sortie, elle me dit « Vous êtes la nouvelle locataire ?» Oui, madame. Allez, elle dit « Venez boire un café, on fera connaissance. » C'est comme ça qu'on est devenus amis. Il est quand même frappant de constater, en lisant tous ceux qui l'ont connu, que très vite, elle pouvait se lier avec ces personnes, très vite les inviter. Et c'est quelqu'un aussi qui avait bon cœur, hein, il faut bien le reconnaître. C'était quelqu'un de vivant, qui pouvait être enthousiaste, voire euphorique. En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs butent néanmoins sur une contradiction. Très sociable, Janine Sobka n'avait, semble-t-il, aucun ami proche. Ça n'a pas été facile donc, de cerner un petit peu la personnalité de Janine Sobka. Donc à part donc, sa gentille voisine voilà, qu'elle côtoyait tous les jours, en fait on n'a pas trouvé de famille proche voilà, qui pouvait parler d'elle. Veuve, Janine Sobka ne voyait plus son fils unique et ne rendait visite à sa mère que très rarement. À l'époque, sa famille, on n'a pas d'informations qui nous permet de dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie auparavant. C'est quelqu'un qui également est souvent décrite comme une personne emportée au caractère vif et qui d'ailleurs au cours de sa vie a rompu progressivement avec toute sa famille. Elle a rompu notamment avec son fils unique qui ne lui a pas pardonné l'éducation ou l'absence d'éducation qu'elle ne lui a pas donnée. Elle va rompre également avec tous les autres membres de sa famille. C'est quelqu'un qui finalement a été difficilement supportable pour ses proches. À l'issue des premières auditions, les gendarmes savent que Janine Sobka vivait seule, avec pour unique revenu une retraite de 815 € mensuels. Les enquêteurs ont entendu ses connaissances et ont contacté les membres de sa famille qu'elle ne voyait plus depuis des années, sans obtenir beaucoup de renseignements sur la victime. Est-ce que Janine Sobka avait des relations cachées? Que dissimulait-elle en refusant de répondre aux questions sur son passé? Dans l'espoir d'obtenir des informations complémentaires, les enquêteurs procèdent les 1er et 2 avril 2003 à la perquisition de son domicile. Ils veulent arriver discrètement, ils mettent une voiture juste devant le domicile, sauf que j'ai une dame que je connais qui m'appelle et qui me dit je crois que les gendarmes sont là. Quand on arrive, effectivement, l'ambiance est très pesante et on nous fait comprendre tout de suite qu'on ne veut pas de photos, qu'il faut qu'on nous écarte directement de l'enquête. On ne nous donne absolument rien. Le maire de Saint-Hilaire-sur-Helpe a assisté à cette perquisition. J'ai été convoqué, par les gendarmes à me rendre sur place. Et il a fallu que je mette un bonnet blanc, une blouse blanche, et puis des espèces de chaussures en toile aux pieds, et ne pas bouger pendant qu'ils fouillaient partout. Cette perquisition va avoir pour objet de rechercher aussi des traces des personnes qui ont pu fréquenter la maison et le domicile de Janine Sobka. On va rechercher des empreintes digitales, on va également rechercher des empreintes ADN, on va en découvrir un certain nombre. Dans la chambre à coucher, les experts prélèvent plusieurs traces biologiques sur un mur, sur le couvre-lit, ainsi que sur l'abat-jour de la lampe de chevet. Le domicile de Janine Sobka est en ordre. Les enquêteurs ne découvrent aucune trace de lutte, aucun élément permettant d'imaginer que le crime a été commis dans la petite maison. Dans le salon, de nombreuses bouteilles attirent leur attention. Fernande Leduc reconnaît que la consommation d'alcool de son amie avait beaucoup augmenté ces dernières années. Elle ne vivait pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment C'est malheureux qu'elle s'est mise à boire comme ça. On va également retrouver, à l'occasion de cette perquisition, un certain nombre de médicaments qui démontrent que Janine Sobka faisait une grande consommation de psychotropes et d'antidépresseurs. Ces découvertes, combinées à de nouveaux témoignages, permettent aux enquêteurs de révéler les zones d'ombre de la personnalité de Janine Sobka. Le côté obscur quand même de Janine Sobka, c'est encore une fois ces sautes d'humeur permanentes qui vont s'aggraver avec la consommation excessive d'alcool. C'est quelqu'un qui, à l'évidence, présente une fragilité psychologique, et surtout au moment des faits.
Derrière l'image de la voisine enjouée se dessine petit à petit le portrait d'une femme instable, cherchant par tous les moyens à rompre sa solitude. Ce qui est intéressant, c'est que Janine Sobka, c'est quelqu'un qui aime bien faire des rencontres. Et elle met des petites annonces dans les pages locales, même de notre journal. On retrouve, nous on s'aperçoit qu'il y avait une petite annonce du journal, rencontre, dame 59 ans, surtout rapport, cherche messieurs pour partager vie commune. Lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent 2 bons de petites annonces. Le premier bon est écrit de sa main, ça fait aucun doute. Le deuxième, qui a un contenu un peu plus sulfureux, on va dire, plus sulfureux dans la mesure où c'est quand même une invitation à des relations sexuelles, sans aucune ambiguïté. Ce deuxième bon, on va s'apercevoir que ce n'est pas elle qui l'a écrit. Tout d'abord, ce n'est pas son écriture, et ensuite, il y a une faute d'orthographe dans son nom. Janine, 59 ans, bien conservée, possédant voiture, aimant sortir et faire la fête, cherche homme pour plaisir. Ce message sans équivoque, qui n'a pas été écrit par la victime, divulgue l'adresse de la retraitée. Qui est l'auteur de cette petite annonce? Les gendarmes pensent que Janine Sobka a été victime d'un acte de malveillance. Ils apprennent par ailleurs que Janine Sobka ne se contentait pas de faire paraître des petites annonces. Pour faire des rencontres, elle fréquentait assidûment les bars et les dancings de la région, notamment le Robinson. Le Robinson, c'est un dancing très prisé où il y a des dansantes tous les dimanches après-midi, des fois le soir. Donc c'est un lieu, c'est sur la route nationale 2, donc c'est la route qui va de Maubeuge à Paris, c'est près en bordure de forêt. Voilà, c'est un lieu où on mange, on boit, on danse. C'est plein à craquer le samedi soir. Le samedi, on partait vers 9h. Elle s'en fichait, elle dansait. Mais moi, j'étais assis. Elle, bien sûr, elle trouvait toujours des amateurs. Mais jusque pendant un certain temps, elle se contentait de danser. Mais après, elle les ramenait chez elle. Une nuit, à 4h du matin, j'ai entendu crier, et on a ouvert, il y avait un monsieur en caleçon. Elle l'avait foutu dehors. Alors, il est évident que lorsque les enquêteurs vont découvrir la vie sentimentale pour le moins tumultueuse de Janine Sobka, ils vont se pencher avec le plus grand soin sur tous les amants qu'elle a collectionnés au cours des années qui ont précédé sa mort. Lors de la perquisition, les enquêteurs découvrent une lettre manuscrite, sans enveloppe. On va retrouver aussi chez Janine Sobka ce courrier d'un dénommé Paul Bizou, qui est évidemment un pseudo, qui va lui proposer sans aucune ambiguïté des relations sexuelles. Les gendarmes tentent de remonter la piste de ce mystérieux Paul Bizou. L'adresse indiquée au bas de la lettre est immédiatement vérifiée. Elle n'existe pas. Certaines informations obtenues lors de la perquisition filtrent dans les journaux. Les habitants de Saint-Hilaire-sur-Helpe découvrent la vie cachée de Janine Sobka. C'était plutôt une réputation d'une femme un peu libre, un volage, qui multipliait les conquêtes. Ça plaît pas beaucoup dans les petits villages. Je pense qu'elle aurait aimé, comme tout le monde, avoir un homme à elle, avec qui elle partageait des bons moments, sa vie, quoi. Mais je pense que les gens l'ont un peu trop jugée, alors qu'ils la connaissaient pas, en fait. Les investigations ont révélé que Janine Sobka sortait beaucoup, qu'elle multipliait les aventures sans lendemain, mais en réalité c'était une femme seule qui ne se confiait pas ou très peu, ce qui va forcément être un obstacle dans l'enquête sur son meurtre. Oui, les gendarmes ne vont pas pouvoir dans cette affaire compter sur le témoignage des proches, des intimes, comme on le fait habituellement. Ils vont devoir aller enquêter dans les lieux que fréquentait Janine Sobka pour tenter d'identifier ces rencontres d'un soir, ces conquêtes éphémères. On sait effectivement, par certains témoignages, et notamment par le témoignage d'un voisin,
qu'il pouvait lui arriver de mettre dehors un homme qu'elle avait ramené chez elle. Il se peut que le tueur soit un de ces hommes qui ait été profondément humilié d'être ainsi éjecté, d'être ainsi expulsé. L'enquête de personnalité montre que Janine Sobka souffrait de troubles cyclotimiques où elle alternait des phases d'euphorie avec des moments d'irritabilité. Les gendarmes vont devoir tenir compte de cette fragilité psychologique. Oui, effectivement, elle avait un caractère vif et était sujette à de nombreuses sautes d'humeur. Si on ajoute à cela sa consommation excessive d'alcool associée à celle de produits psychotropes, on dresse là le profil typique, le profil idéal de quelqu'un de vulnérable qui peut facilement, et sans même s'en rendre compte, se mettre dans des situations à risque. On a également découvert que Janine Sobka faisait paraître et répondait à des petites annonces. Cette information ouvre bien sûr une piste intéressante pour les enquêteurs. Oui, il y a un certain nombre d'affaires criminelles où le tueur est entré en contact avec sa victime en répondant à une petite annonce parue dans la presse. Mais cette piste est excessivement difficile à remonter car les journaux ne jouent qu'un rôle d'intermédiaire en transmettant directement les courriers de réponse à leurs destinataires sans prendre bien sûr connaissance de leur contenu. Il n'y a que Janine Sobka elle-même qui a pu savoir qui a répondu à ces petites annonces. La perquisition aurait pu permettre de découvrir certaines réponses chez elle. Hélas, ça n'a pas été le cas. En revanche, les gendarmes ont retrouvé chez la victime un bon qui montre que quelqu'un a visiblement cherché à lui nuire en se faisant passer pour elle et en inscrivant la totalité de son adresse. Nous avons découvert que cette annonce avait été publiée dans un journal gratuit de Maubeuge le 17 décembre 2002, soit 2 mois seulement avant son meurtre. Oui, cette annonce est effectivement parue dans un journal local, mais ce journal a bien fait son travail puisqu'il a supprimé certains passages. Notamment, il a supprimé l'adresse de Janine Sobka, il a supprimé les passages à connotation sexuelle. La personne qui voulait ternir publiquement la réputation de Janine Sobka et attirer chez elle des inconnus en quête de relations sexuelles a raté son coup. Si cette annonce a été publiée, c'est que le bon est effectivement parvenu au journal. Comment expliquez-vous alors que Janine Sobka en possédait un exemplaire ? Je pense que l'auteur de cette petite annonce lui en a envoyé une copie pour lui faire peur. Cette personne n'a peut-être aucun lien avec ce meurtre. Mais en tout cas pour moi, il s'agit de quelqu'un de proche, de suffisamment proche de la retraitée pour savoir qu'elle rencontrait des hommes par le biais de petites annonces. Les gendarmes vont multiplier les investigations pour identifier les amants de Janine Sobka. Parallèlement, ils s'intéressent aux sacs poubelles dans lesquels ont été retrouvés les morceaux de corps. Et ils découvrent que la mention J19, imprimée sur les plastiques, signifie que les sacs ont été fabriqués le 19 janvier 2003, soit près d'1 mois avant la disparition de la victime. On va identifier le fabricant, qui est une entreprise qui se situe en Lorraine. On va évidemment entendre les responsables de cette société. Et là, ça va être un travail de fourmi qui va être entrepris par les enquêteurs pour essayer de rechercher auprès de ces détaillants, évidemment, qui a pu acheter ces sacs. Les enquêteurs apprennent que les sacs poubelles ont été commercialisés dans plusieurs supermarchés de la région. Malheureusement, la plupart de ces achats ont été effectués en espèces ou sont mêlés à d'autres objets. Et il va être impossible d'identifier les acquéreurs de ces sacs malgré les investigations approfondies qui ont été menées. Les gendarmes tentent également d'exploiter leur seul autre indice. La pierre de 8 kilos retrouvée dans le sac, contenant les membres de Janine Sobka. Daniel Leclerc est tailleur de pierre, à quelques kilomètres d'Avesnes-sur-Helpe. Les enquêteurs sont rapidement venus lui poser des questions. Un gendarme est arrivé avec une pierre et nous a demandé ce que c'était cette pierre-là, où on pouvait la voir. On a regardé, justement, j'ai donné un petit coup de marteau dessus, parce que en fait, elle est depuis tant d'années qu'elle a servi, il n'y a plus d'apparence de voir de sa matière exacte. Donc, j'ai donné un petit coup de marteau pour avoir un petit éclat, et c'est là que j'ai dit, c'est clair, c'est une pierre qui vient de Marbais. Les carrières de Marbais sont toutes proches. En observant la pierre qui lestait le sac, Daniel Leclerc a pu donner aux gendarmes d'autres informations. Cette pierre-là, elle a servi, parce qu'il y a des traces de mortier dessus, donc elle a été posée il y a environ 150-200 ans, parce que c'est encore un mortier de chaux. Et aussi, il y a un peu de terre qui restait dessus, et il a été appliqué du goudron. C'est ce qui sert à la maçonnerie pour les soubassements, les entreportes, les entrefenêtres. Elle a servi à ça. Selon Daniel Leclerc, il serait même encore possible de trouver de quelle habitation provient cette pierre. Le soubassement de la maison, qui doit encore exister, même si la façade a été sablée, il y a de fortes chances
qu'on va retrouver cette pierre, cette qualité de pierre, hein, une granulométrie différente, cette couleur différente. On pourrait retrouver exactement d'où cette pierre vient. Pour l'instant, ces investigations n'ont rien donné. Mais les sacs achetés dans la région et la pierre extraite des carrières de Marbais fournissent aux enquêteurs une information cruciale. Le tueur fréquente la région. Ils sont sur une piste locale et ça, effectivement, on le sent. On le sent parce que depuis quelques semaines, il y a les enquêteurs travaillent énormément sur Saint-Hilaire. On les voit régulièrement poser des questions à des habitants de Saint-Hilaire. Très vite, les journaux divulguent les détails du meurtre. L'acte, il est vraiment barbare. On est... c'est primaire. On va chercher au fond de ses tripes pour faire ce genre de choses. Il faut avoir un sang-froid énorme. C'est un vrai travail d'orfèvre. C'est horrible d'imaginer que le tueur prend son temps. Fabien Aubat est médecin légiste et psychiatre. Il a accepté de dresser pour nous le profil du tueur. Découper une victime, ça peut procéder soit d'un comportement strictement utilitaire pour se débarrasser du cadavre, soit ça va participer de la problématique fantasmatique sexuelle du sujet. C'est pas toujours très évident de repérer si ça appartient au premier groupe ou au deuxième groupe de conduite. Mais pour le docteur Aubat, les blessures autour des mamelons de la victime sont très symptomatiques. Toute mutilation à caractère sexuel ou à transparence sexuelle signe immanquablement un tueur pervers. Là, vous avez une signature, mais qui est exemplaire. Vous ne pouvez plus avoir de doute autour d'une mutilation de ce type. Il ne peut pas y avoir de doute sur l'intentionnalité et le mode de fonctionnement psychique de l'auteur. Tous les habitants de la région suivent dans la presse les avancées de l'enquête. Il y a eu un climat de psychose. Donc les gens sortaient moins le soir, on laissait moins les jeunes filles sortir. Tout le monde avait un petit peu peur. On rentrait plus seul quand on était une femme chez soi le soir. Oui, c'est très pesant. Il y a une ambiance bizarre dans les villages aux alentours. Tous les petits villages de l'Avesnois, de ce milieu rural, on ne parle que de ça. Clairement, c'est très pesant. Les gendarmes poursuivent leurs investigations pour retracer au plus vite la dernière journée de la victime. En épluchant les relevés téléphoniques de Janine Sopka, ils découvrent que le soir de sa disparition, la retraitée a passé un dernier appel de chez elle à 19h25. Les enquêteurs identifient son interlocuteur. C'est un homme qui réside à Avesnes-sur-Helpe. Pourquoi Janine Sopka l'a-t-elle appelé? Que se sont-ils dit? Se sont-ils vus ce soir-là? Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, les gendarmes convoquent cet individu le 13 mars 2003. Interrogé sur ses liens avec Janine Sopka, cet homme marié reconnaît immédiatement qu'il était l'amant régulier de la victime. À côté de relations sentimentales qu'on peut qualifier d'éphémères, il y a quand même un point de stabilité dans la vie sentimentale de Janine Sopka. C'est cet homme avec qui elle entretient une liaison sentimentale, une relation étroite depuis plusieurs années. Avec des hauts et des bas naturellement, mais enfin c'est quelqu'un, malgré les ruptures qui ont émaillé leur liaison, il y a toujours eu des réconciliations après et ils se sont toujours retrouvés. Quand elle me parlait toujours de la même personne. Je pense qu'elle était amoureuse de ce monsieur-là. C'était plus de l'amour qu'une histoire passagère, quoi. L'homme, qui entretient une relation adultère avec Janine Sopka depuis plus de 2 ans, raconte aux enquêteurs que le 19 février 2003, à 19h25, sa maîtresse l'a appelé pour lui proposer à l'improviste un dîner dans un restaurant d'Avesnes-sur-Helpe. Patrick Carlier est le patron de cet établissement. Il se souvient de ce couple qui venait régulièrement dans sa friterie. Pour nous, quand ils venaient, c'était un couple, hein. C'était monsieur, madame. On ne s'est jamais douté que c'était des amants. Ils se mettaient toujours à la même place, toujours. Et puis, quand ils venaient, c'était ou 2 pavés ou 2 moules. Lui, il parlait pas beaucoup, hein. Mais madame, elle était souriante, mais on la connaît pas plus que ça, c'est une cliente, hein. Le soir de sa disparition, Janine Sopka a dîné avec son amant dans le restaurant de Patrick Carlier. C'était un mercredi, je crois. Et donc, il n'y avait pas trop de monde. Il y avait quoi, une 10-15 personnes. Et puis, ils sont venus et ils nous ont surpris, puisqu'ils nous ont offert l'apéro ce soir-là. Ils nous ont invités à boire l'apéro parce qu'ils se séparaient.
Les gendarmes poursuivent leur interrogatoire et en profitent pour prélever l'ADN de l'amant de Janine Sobka. Il va quand même dire que ce soir-là, Janine Sobka lui avait demandé de lui rendre les clés de sa maison et de ne pas l'appeler par téléphone jusqu'au lundi suivant, et qu'elle souhaitait être tranquille jusqu'à cette échéance. Il ne sait pas pourquoi, mais il est habitué en quelque sorte aux sautes d'humeur et aux frasques de sa maîtresse. Il sait de toute façon, parce que c'est pas la première fois que ça se passe, que dans quelques jours, elle va le rappeler et que la réconciliation aura lieu. Donc là encore, il n'y a absolument aucune dispute au sein du couple qui n'a été constatée par quiconque et lui-même le dément. Selon les témoignages des clients présents dans le restaurant ce soir-là, le repas s'est déroulé sans incident, ni éclat de voix. Le couple a quitté l'établissement aux alentours de 21h. D'après cet homme, Janine Sobka souhaite rentrer à pied. Alors n'oublions pas quand même qu'il y a une distance d'environ 3 km entre le restaurant et son domicile à Saint-Hilaire-sur-Helpe. Son amant lui propose de la raccompagner en voiture chez elle. Elle finit par accepter, elle monte dans le véhicule et puis au bout de quelques mètres, de quelques dizaines de mètres seulement, on est rue d'Aulnoy à Avesnes-sur-Helpe, eh bien elle va lui dire « Bon, finalement je rentrerai à pied, laisse-moi ici ». L'amant explique aux enquêteurs que Janine Sobka est sortie de sa voiture au niveau du 35 rue d'Aulnoy, à proximité du pont du Capitaine, un petit pont de chemin de fer qui marque la limite entre les dernières habitations d'Avesnes-sur-Helpe et la campagne environnante. C'est à la sortie de la ville. On voit la fracture entre le milieu urbain et le milieu rural. Elle est déposée juste là. C'est un peu sombre. C'est vrai que l'ambiance, le soir à 21h30, il fait noir à ce moment-là. L'amant précise qu'il a ensuite roulé sur quelques dizaines de mètres avant de stopper son véhicule. Pris de remords, il a guetté sa maîtresse pour tenter de la décider de remonter dans sa voiture. Il faisait très froid ce soir-là, moins 4 degrés, et la nuit était déjà très noire. Mais Janine Sobka n'est jamais réapparue. Le laboratoire d'analyse génétique transmet ses résultats aux enquêteurs. Les experts ont isolé l'ADN de l'amant sur les prélèvements effectués dans la chambre à coucher de Janine Sobka. Mais cette découverte n'apporte aux gendarmes aucun élément concret contre cet homme qui n'a jamais fait mystère de sa relation intime avec la victime. Cet individu est à ce stade des investigations la dernière personne à avoir vu Janine Sobka vivante. Les gendarmes vont donc vérifier la véracité de ces déclarations et ils se lancent également dans la recherche de témoignages pour établir son profil. Il s'agit d'un homme qui est parfaitement reconnu, qui n'a jamais eu de problème avec la justice. C'est quelqu'un qui est décrit comme placide, voire flegmatique par certains, qui ne se met jamais en colère, qui ne boit jamais d'alcool et qui prend avec une certaine philosophie, si je puis dire, les infidélités multiples de sa maîtresse, puisqu'il est au courant, évidemment, que Janine Sobka fréquente d'autres hommes que lui, et en tout cas, qui paraît dénué de toute passion qui pourrait le conduire par jalousie à se venger de sa maîtresse, parce que depuis le temps, si je puis dire, qu'elle lui en faisait voir, s'il avait dû réagir, il l'aurait fait depuis longtemps. L'amant déclare avoir regagné son domicile vers 21h30, après avoir déposé Janine Sobka rue d'Aulnoy. Interrogée, son épouse va confirmer son alibi, ajoutant que son mari n'est pas ressorti de la nuit. Là, on est obligé d'entrer dans la psychologie des personnages. Donc, la femme de l'amant attitré de Janine Sobka est parfaitement au courant de la relation adultère de son mari, qu'elle ait cherché au prix du mensonge à lui procurer un alibi m'apparaît peu crédible, en tout cas c'est pas démontré. En poursuivant l'audition de cette femme, les enquêteurs vont faire une découverte étonnante. L'épouse trompée leur avoue être l'auteur de la petite annonce à connotation sexuelle, retrouvée au domicile de la victime. C'est elle qui, par esprit de vengeance, a souhaité attirer des ennuis à la maîtresse de son mari. Malgré cet aveu, aucun élément ne permet de relier cette femme au meurtre de Janine Sobka. Son mari est également mis hors de cause. Mais le 7 avril, les gendarmes reçoivent un courrier anonyme qui affirme que le matin de la découverte des membres de la victime, l'amant de Janine Sobka était sur les bords de la Sambre. Ce courrier qui le met en cause est anonyme. Il est vague, il ne permet pas de retrouver l'identité de ce témoin qui aurait vu l'intéressé le jour même de la découverte des membres
de Janine Sobka à Loquignol, il est totalement inexploitable par les enquêteurs. Les gendarmes s'étonnent que le Corbeau soit si bien renseigné. En effet, les enquêteurs sont les seuls à savoir, avec l'assassin, que le sac poubelle a forcément été déposé sur les rives de la Sambre, dans la nuit ou au petit matin. On peut supposer que c'est l'assassin qui a écrit ce courrier et qui cherche à orienter les gendarmes sur une fausse piste. Qui avait intérêt à envoyer les enquêteurs sur la piste de l'amant de Janine Sobka? Le Corbeau pourrait-il être un homme jaloux? Janine Sobka a-t-elle été victime d'un crime passionnel? Les gendarmes enquêtent sur tous les hommes avec lesquels la victime entretenait une relation sentimentale. Parmi tous ces amants, on va s'apercevoir qu'il y en a un avec qui la relation a peut-être été un peu plus longue, qui a été un peu plus tumultueuse encore qu'avec les autres, puisque plusieurs témoins vont décrire des bagarres. Plusieurs voisins de Janine Sobka vont dire qu'ils l'ont vu sortir de chez elle, le visage en sang. On va également s'apercevoir et découvrir chez lui qu'il possède une enveloppe avec les poils pubiens de Janine Sobka. On va s'apercevoir également que pendant une certaine période, il harcelait littéralement Janine Sobka. Le 13 octobre 2003, cet homme est entendu par les enquêteurs. Il explique immédiatement qu'il n'a pas pu commettre le crime, car il était hospitalisé le soir de la disparition de Janine Sobka. Les vérifications effectuées confirment son alibi. Cet individu était bien dans une clinique de Valenciennes, du 18 au 20 février, pour traiter une pathologie cardiaque. C'est une nouvelle piste qui se referme. Ne trouvez-vous pas, Jean-Marc, que la piste de l'amant régulier a été un peu vite abandonnée par les gendarmes? Si on récapitule, il est en effet le dernier à avoir vu Janine Sobka vivante et son alibi n'est corroboré que par son épouse qui, on l'a bien compris, ne portait pas vraiment la victime dans son cœur. Oui, c'est vrai, mais ces éléments qui semblent jouer en sa défaveur ne sont aux yeux de la justice ni des preuves, ni même des débuts de preuves. Les gendarmes ont mené de nombreuses investigations sur ce couple et n'ont rien découvert, aucun élément matériel à charge. Alors soyons clairs, leur implication dans le meurtre de Janine Sobka n'a jamais été démontrée. Que pensez-vous de la lettre anonyme mettant en cause l'amant régulier? Est-ce que vous partagez l'avis du procureur qui estime que l'auteur de ce courrier pourrait être le tueur? Non, moi je ne suis pas sûr que l'auteur de ce courrier et le tueur soient une seule et même personne. Cette affirmation repose sur le fait que quasiment personne ne savait quand les sacs avaient été déposés dans la Sambre. Or, rappelez-vous Arnaud, ce sont les deux employés municipaux de Loquignol qui découvrent ces sacs et qui affirment que ces sacs n'étaient pas là la veille de leur découverte. Or, dans les petits villages, tout se raconte, tout se sait. Donc tout le monde pouvait le savoir. Donc tout le monde pouvait être au courant, absolument. En revanche, il est certain que l'auteur de cette lettre anonyme est un régional de l'étape, puisqu'il connaissait les relations entre Janine Sobka et son amant. Alors revenons à ce 19 février 2003, un peu avant 21h30, au moment de la disparition de Janine Sobka, au moment où elle est sortie de la voiture de son amant, rue d'Aulnoy, ici, près du pont du Capitaine. Elle semble ensuite s'être volatilisée en quelques dizaines de secondes. Où est-elle allée? Avait-elle un rendez-vous? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? Les enquêteurs vont devoir répondre à toutes ces questions. Alors pour pouvoir répondre à ces questions, ils vont bien sûr interroger les riverains, les gens qui habitent autour de cet endroit. Et ils vont découvrir un témoin, un seul témoin, qui dit avoir entendu vers 21h30 une voiture s'arrêter, quelqu'un en descendre, avoir des propos un peu vifs avec le conducteur, puis la portière se refermer et la voiture repartir, ce qui semble confirmer les dires de l'amant. Ensuite, ce témoin dit n'avoir rien entendu d'autre, aucune autre voiture, aucun cri, ce qui semble exclure que Janine Sobka ait pu être agressée ici par un inconnu. 3 kilomètres séparent ce pont du domicile de Janine Sobka. Je rappelle qu'au moment des faits, il faisait nuit noire et un froid glacial. Pensez-vous qu'elle avait vraiment l'intention de rentrer chez elle à pied dans de telles conditions? Janine Sobka avait une santé fragile. Je n'imagine donc pas qu'elle ait pu s'engager seule dans la nuit pour un aussi long trajet. Par ailleurs, les gendarmes excluent qu'elle ait pu faire du stop. Tous ses proches disent qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture d'un inconnu. Mais alors pourquoi, selon vous, est-elle descendue brusquement du véhicule de son amant? On peut imaginer qu'elle avait l'intention de rejoindre une de ses connaissances résidant près de l'endroit où nous sommes. Il y a un élément qui permet de le penser, souvenez-vous. Lors du dîner à la friterie, elle demande à son amant de ne pas la déranger jusqu'au lundi suivant. Peut-être avait-elle prévu de retrouver cette personne à la sortie du restaurant et de passer ces quelques jours avec elle. Le 3 août 2003, 5 mois après le début de l'affaire, de nouveaux restes humains sont retrouvés.
Une demi-jambe et un bras sans main sont repêchés par un baigneur dans le canal de l'Escaut. Les analyses génétiques révèlent une fois de plus l'ADN de Janine Sopka. Ces découvertes successives de sacs contenant des morceaux de corps dans des endroits géographiquement éloignés rappellent étrangement une série de meurtres non élucidés commis en Belgique à la fin des années 90, à 50 km d'ici. Tout a commencé le 22 mars 1997, dans une banlieue calme de la ville de Mons. Guylaine Bonaventure est journaliste. Elle a suivi toute l'affaire pour une chaîne de télévision belge. C'est un samedi, il fait particulièrement beau ce jour-là. Un policier à cheval fait sa ronde, part de Couem pour venir vers le centre-ville et il a son attention attirée par un chat qui joue avec ce qui ressemble très fort à une main humaine. La main avec laquelle joue le chat est posée sur un sac poubelle déchiré. Le cavalier prévient immédiatement les policiers fédéraux qui découvrent à proximité 8 autres sacs identiques. Dominique Franck était alors substitut du procureur du roi en charge de cette affaire. On transporte ces différents sacs poubelles dans une salle d'autopsie que nous avons ici à Mons. Et là, on va procéder à l'ouverture d'un sac à la fois et faire l'inventaire de ce qui s'y trouve. Les policiers pensent à cet instant avoir retrouvé les fragments humains d'une seule et même victime. Dominique Franck n'oubliera jamais les premières constatations des médecins légistes. Moi, je vis ça comme si j'y étais. Hein. On a dit, oh, on a 2 pieds, 2 mains. Et puis le médecin il dit, ça ne va pas. Donc, tout le monde s'arrête, évidemment. J'ai 3 pieds. Et là, vous savez, le coup de massue. Tout le monde est resté vraiment. Je crois qu'il y a eu un silence de je ne sais pas combien de temps, mais tout le monde s'est. Et chacun de ces sacs contenait des parties corporelles, c'est-à-dire des pieds, des mains, des bras, des jambes. Les légistes concluent que les restes humains sont ceux de 3 victimes féminines. On s'est rendu compte que là, nous passions dans un seuil d'horreur qui était effectivement totalement différent. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on a véritablement pris conscience du caractère assez exceptionnel de nos découvertes. Dès le lendemain, la nouvelle de ces découvertes macabres fait la une des journaux. Le tueur en série est désormais surnommé par la presse le dépeceur de Mons. Maître Franck Discepoli est l'avocat d'une des victimes de cette affaire. Il se souvient du climat de psychose qui s'est emparé de la ville. Quand on voyait un sac poubelle dans une rue, qui n'avait rien à y faire parce que ce n'était pas un lieu de dépôt officiel, on appelait la police. On appelait la police pour un sac poubelle. Parce qu'on avait des craintes de ce qu'on allait trouver à l'intérieur, quoi. C'est grâce à cela, grâce, je vais dire, à la vigilance des citoyens, que 2 jours plus tard, on va retrouver dans un autre endroit, qui s'appelle le chemin de l'inquiétude, un autre sac poubelle qui contient le tronc d'une des victimes. Entre le 22 mars et le 18 octobre 1997, les enquêteurs belges vont découvrir les restes humains de 5 femmes, disséminés aux 4 coins de la ville. Très vite, ils vont être intrigués par le nom des lieux où sont retrouvés les sacs poubelles. Bien, la rivière qui s'appelle la Haine, une autre qui s'appelle la Trouille, un chemin dit de l'inquiétude. Est-ce un hasard ? Pour la première fois de leur carrière, les policiers montois se trouvent face à un tueur en série qui semble avoir organisé un sinistre jeu de piste. Il faut une révolution dans la réflexion parce que le tueur en série, on ne le connaît pas, on ne connaît pas son mode de fonctionnement et donc c'est plus compliqué, je crois, de se mettre à sa place tout simplement. Devant l'ampleur et la gravité de l'affaire, les autorités belges créent une cellule d'enquête spéciale, baptisée Corpus, constituée de 15 policiers. Lorsqu'en 2003, les membres et le tronc de Janine Sopka sont retrouvés,
Les gendarmes français, qui connaissent l'affaire du dépeceur de Mons, prennent attache avec leurs collègues belges. Dès que la France a pris contact avec les autorités belges, évidemment, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on était dans un creux du point de vue de l'enquête, et la cellule Corpus, elle pataugeait quelque peu. Et donc c'était un nouvel espoir, d'autant que cet espoir semblait être confirmé par de nombreux éléments factuels qui permettaient de penser qu'on avait affaire à la même personne. Il y a bien sûr la signature, le modus operandi. Janine Sopka disparaît, se volatilise un beau soir de février 2003, et puis on retrouve des parties corporelles découpées dans des sacs poubelles, notamment à Vieux-Condé, dans l'Escaut, à 2 kilomètres de l'endroit où on a retrouvé des années auparavant le bassin d'une des victimes montoises. Ça fait quand même beaucoup. Il y a par ailleurs une autre similitude que les gendarmes français vont remarquer. Les lieux de découverte des parties corporelles de Janine Sopka portent aussi des noms qui pourraient rappeler l'affaire de Mons. La découverte de l'Oquignol a été faite sur la base nautique, au lieu dit La Hachette. On a retrouvé les sacs poubelles dans des endroits particuliers, qui avaient un nom particulier qui pouvait être évocateur, comme Hachette, donc petite hache, ou donc la commune de Vieux-Condé, près de Valenciennes, qui veut dire flic. Donc voilà, c'était des noms qui voulaient dire quelque chose. Les gendarmes français s'aperçoivent également que la découpe du corps de Janine Sopka rappelle celle des victimes du dépeceur de Mons. C'est vrai qu'il y a une ressemblance entre ces deux affaires. À chaque fois, il s'agit d'un dépeçage qui est fait proprement, si je puis dire. Il y a également des découpes qui sont franches et nettes. On a constaté aussi des mutilations au niveau des seins, le bout des seins sectionné. Et alors, assez bizarrement, j'ai appris que Janine Sopka présentait les mêmes mutilations. Tous ces éléments-là, pour moi, sont suffisamment précis et convergents pour en déduire que derrière ces faits, il y a probablement le même homme, et toute personne qui raisonne quelque peu pense qu'il s'agit d'une même affaire. Selon le psychiatre Fabien Aubat, les modes opératoires similaires peuvent plaider en faveur de l'hypothèse d'un tueur unique. Trouver un mode très répétitif pour se débarrasser du cadavre avec les mêmes moyens utilisés, bien entendu, ça fait penser au même auteur. Moi, surtout, ce à quoi ça me fait penser, c'est que cet homme-là aurait sans doute pu utiliser des moyens de dissimulation plus sophistiqués du cadavre. Donc c'est à la fois de la dissimulation et à la fois de l'exposition, parce qu'on les a trouvés assez facilement, ces sacs. Donc c'est quelqu'un qui joue quand même, pour moi, qui joue un peu au petit poussé. Un petit poussé pervers, très organisé, qui ne laisse aucune trace, ni aucun indice derrière lui. Malgré le peu d'éléments dont il dispose, les enquêteurs belges de la cellule Corpus sont parvenus à identifier les 5 victimes de Mons, grâce au fichier des personnes disparues, ainsi qu'à de nombreux appels à témoins diffusés dans les médias. Il s'agit de Carmelina Russo, 44 ans, Martine Beaune, 43 ans, Jacqueline Leclerc, 33 ans, Nathalie Godard, 21 ans, et enfin Begonia Valencia, 37 ans. Janine Sopka pourrait-elle être la 6e victime du dépeceur de Mons ? On n'a rien, à défaut de savoir où les corps auraient été dépecés, à défaut d'avoir, hormis des corps découpés en morceaux, on n'a aucun lien qui relie ces personnes et ces crimes. On peut malheureusement, et c'est ça un des gros problèmes du dossier, c'est partir vers toute une série d'hypothèses. En fait, on a quoi ? On a des victimes. Et c'est tout ce qu'on a dans ce dossier. Des victimes en morceaux. Et on a un dossier en morceaux, avec des victimes en morceaux. Durant leurs investigations, les enquêteurs belges de la cellule Corpus ont bien sûr cherché à retracer les itinéraires des victimes du dépeceur de Mons. Ils espéraient ainsi, en travaillant sur leur profil, mettre à jour des similitudes qui auraient pu les mener jusqu'au tueur. En comparant le parcours des victimes belges avec celui de Janine Sopka, les gendarmes français vont découvrir un certain nombre de points communs. Dans la vie des victimes à Mons et la vie
de Janine, il y a une très grande ressemblance. La rupture familiale, quasiment pas de famille, seule, célibataire, qui aime rencontrer des hommes. Janine Sopka était une femme qui recherchait les aventures amoureuses. C'était une femme, je pense, en rupture familiale, un petit peu isolée. Pareil, les victimes montoises, c'était des filles un peu esselées, dépressives. Déjà là, il y a un fait interpellant. Les victimes du tueur en série belge fréquentaient toutes, sans exception, le quartier de la gare de Mons. Un lieu où se croisent, dans les hôtels et les bars, ouverts jusqu'au petit matin, une population interlope de marginaux. C'était des femmes seules, isolées, donc elles recherchaient effectivement le contact et c'est sans doute la raison pour laquelle elles fréquentaient les bistrots autour de la gare de Mons, parce que dans les bistrots on rencontre des gens parfois un petit peu paumés qui ont envie de parler pour se sentir moins seuls. Janine Sopka était également à la recherche de contacts humains. Les témoignages ont révélé qu'elle fréquentait de nombreux bars et dancing, des deux côtés de la frontière. Mais sa présence n'a en revanche jamais été signalée à Mons. Une enquête de voisinage a eu lieu dans les environs de la gare notamment, et il s'est avéré que personne n'a reconnu l'image, la photo de Janine Sopka. Les enquêteurs de la cellule Corpus ont alors cherché s'il existait d'autres lieux qui reliaient les victimes du dépeceur de Mons. La rumeur, encore une fois, dit qu'elles avaient toutes fait un séjour en milieu psychiatrique. Guylaine Bonaventure a longuement enquêté sur les victimes du dépeceur de Mons. Elle a mené ses propres investigations et un établissement psychiatrique de la ville de Mons, dans lequel 2 des victimes ont fait un séjour, a particulièrement retenu son attention. Dans le dossier, on n'en compte que 2, mais j'ai eu des contacts avec certains membres du personnel de cet hôpital psychiatrique et il s'avère que 4 des 5 victimes du dépeceur de Mons sont passées soit hospitalisées, soit passées en consultation dans cette institution. Janine Sopka, effectivement, mais bien des années avant sa disparition, a été hospitalisée dans des centres médico-psychologiques. Elle a fait l'objet d'hospitalisation, effectivement, dans un certain nombre d'établissements, mais ces établissements étaient tous en France. Des parallèles troublants sont établis entre les itinéraires des victimes de Mons et celui de Janine Sopka. Pourtant, les enquêteurs n'arrivent pas à trouver de lien concret pour regrouper les 2 affaires. Une comparaison plus approfondie des méthodes de découpe des corps semble finalement indiquer que le dépeceur de Mons n'est pas l'assassin de Janine Sopka. Les expertises médico-légales font évidemment partie du dossier. Donc finalement, en tant que journaliste, on n'en sait pas grand-chose, si ce n'est quelques éléments fournis à l'époque par le parquet. On sait que les victimes ont été découpées avec une scie à main. En France, les expertises médico-légales ont conclu à l'utilisation d'une scie électrique. Et ça a été déterminant, évidemment, dans le fait de dire, bon, ben, ce n'est pas effectivement... la mort de Mme Sopka n'est pas liée à la mort de nos victimes. L'enquête sur la mort de Janine Sopka s'oriente alors plutôt sur la piste d'un tueur imitateur. L'affaire avait quand même été pas mal médiatisée en Belgique, donc ils avaient donné pas mal de détails. Dans les journaux belges, on avait trouvé pas mal de détails sur la découpe, voilà, l'histoire des sachets déposés dans des lieux qui portent des noms évocateurs, etc. Donc ça, oui, je pense que nous, mais les enquêteurs aussi, on pensait effectivement à quelqu'un qui aurait voulu copier. Malgré les nombreuses similitudes établies entre le meurtre de Janine Sopka et les crimes toujours non élucidés commis par le dépeceur de Mons, les gendarmes français ont conclu qu'il ne s'agissait pas du même auteur. Ils s'appuient principalement sur 2 éléments. Tout d'abord, sur le fait que, contrairement à toutes les victimes du tueur en série belge, Janine Sopka ne fréquentait pas le quartier de la gare de Mons. Et surtout sur la différence de moyens utilisés pour la découpe des corps. Est-ce que vous partagez leur analyse ? Je ne crois pas qu'on puisse être aussi rapide et affirmatif. Il existe des cas
ou des tueurs en série qu'on appelle le tueur réitérant peut changer de mode opératoire et peut également changer de zone d'activité, de terrain de chasse quelque part. Seule l'identification et l'arrestation de l'auteur des faits permettra de dire si le meurtre de Janine Sopka est lié aux affaires de Mons. 6 années séparent les faits commis en Belgique du crime de Janine Sopka. Est-ce que ce n'est pas un élément de plus pour exclure la possibilité d'un seul et même tueur? Non. Il existe des précédents où des tueurs en série ont cessé leur activité criminelle pendant plusieurs années avant de repasser à l'acte. Cette interruption peut être due à plusieurs facteurs. Soit ils ont suivi un traitement médical qui a fait baisser leur tension criminelle, soit ils ont changé de vie sociale, c'est possible aussi. Donc une interruption volontaire? Donc une interruption volontaire, et puis il peut aussi y avoir des interruptions involontaires, notamment l'incarcération de l'auteur. À vous écouter, Jean-Marc, Janine Sopka pourrait donc être une victime du dépeceur de Mons. Non, je ne dis pas ça. Je dis simplement qu'on ne peut pas fermer définitivement cette piste au vu des arguments que vous avancez. Même si je l'admets, la probabilité qu'il s'agisse du même homme est très faible. Je pense qu'un tueur en série qui reprendrait de l'activité et qui recommencerait à tuer ne se satisferait pas d'une victime, il recommencerait une série de meurtres. Or là, le meurtre de Janine Sopka n'a été suivi d'aucun autre fait similaire. Que pensez-vous de l'hypothèse selon laquelle le tueur de Janine Sopka aurait volontairement imité le mode opératoire du dépeceur de Mons? Plutôt qu'imiter, je pense qu'il s'est inspiré de l'affaire belge dont les détails ont largement été publiés dans la presse. Il ne s'agit pas d'un copycat, c'est-à-dire d'un tueur qui prend plaisir à imiter le mode opératoire d'un criminel dont les actes sont largement médiatisés. On est face à un homme qui cherche à brouiller les pistes. Je pense qu'il n'a eu cette idée qu'après avoir tué et découpé sa victime. C'est à ce moment-là qu'il a procédé à des mutilations sur les seins et qu'il s'est ensuite débarrassé des sacs contenant les morceaux de corps à des endroits différents, aux noms symboliques et évocateurs. Les gendarmes vont maintenant recentrer leurs investigations sur la piste locale. Ils reprennent leur enquête au point de départ de l'affaire et retournent entendre toutes les personnes résidant près du pont du Capitaine en espérant obtenir de nouveaux témoignages. Et très vite, un homme va retenir leur attention. Il va déclarer qu'il n'a rien remarqué de suspect ce soir-là, mais les gendarmes vont quand même être intrigués par les propos très agressifs qu'il va tenir à l'encontre de Janine Sopka. Il va la traiter de fille facile, il va lui reprocher d'avoir de nombreuses relations avec des hommes, toute une série de propos qui sont jugés effectivement agressifs par les enquêteurs et qui vont un petit peu les intriguer. Les gendarmes apprennent que cet homme dirige une scierie. Son entreprise abrite donc de nombreuses scies fixes de grande taille qui auraient pu permettre de découper un corps humain. Les enquêteurs cherchent maintenant à savoir si cet individu au comportement étrange connaissait Janine Sopka. Et ils découvrent que la scierie est située tout près du domicile de la victime. Maître Vincent Demory est l'avocat du chef d'entreprise. C'est un tout petit village. Ils sont tous les deux célibataires. Il a une scierie, madame a besoin de bois. Elle vient chercher du bois à la scierie. Donc ils se connaissent comme des personnes qui sont capables, le cas échéant, de se saluer lorsqu'ils traversent un village. Pour autant, on ne retrouvera pas dans le téléphone de l'un les références téléphoniques de l'autre. Cela étant, il ne faut pas quand même oublier un détail qui est particulièrement intéressant, c'est qu'entre le domicile de Janine Sopka et la scierie, il n'y a que quelques dizaines de mètres. Autrement dit, s'il voulait échanger, il n'y avait pas besoin effectivement de passer par le téléphone. Ça pouvait se faire physiquement par un déplacement de Janine Sopka à la scierie sans que ça laisse de traces au niveau des facturations détaillées. Les gendarmes procèdent à une enquête de personnalité afin de mieux cerner le profil de cet homme. Mon client est un homme qui a une intelligence manuelle. C'est un homme qui parle avec des mots simples et il appelle un chat un chat. Donc quand il faut dépeindre une femme qui est frivole, il ne va pas employer les mots qui sont les miens. Il la présente un peu comme une Marie couche-toi là. C'est-à-dire qu'on va tester chez lui peut-être un manque d'humanité au travers de ses propos. Mais je pense que c'est un homme qui est comme ça. C'est un homme qui parle simplement, de manière un peu bourrue. C'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une forte autorité, une forte personnalité. Pour reprendre l'expression d'un certain nombre de ses salariés, c'est un fort en gueule qui ne va pas hésiter effectivement à employer les mots les plus crus pour faire comprendre ce qu'il veut faire passer comme message.
Emmanuel Renuard a longtemps été employé dans la Syrie. Il se souvient d'un homme direct, mais attachant. Au travail, quand on faisait une boulette, il avait l'air bourru comme ça, il venait nous voir. Par exemple, moi, il me disait tiens, Emmanuel, viens ici, ça va pas. Bon, j'allais le voir, et puis il m'expliquait ce qui n'allait pas, il me dit bon, allez, au boulot, et puis il recommence plus là. Et puis ça se passait comme ça, c'était quelqu'un de bien. Au fil des auditions, les enquêteurs comprennent qu'au moment du meurtre, le patron de la Syrie traversait une mauvaise période. Il sortait d'un divorce très conflictuel et sa société connaissait de grosses difficultés. L'entreprise qu'il a créée est en train de péricliter, les dettes s'accumulent et les marchés s'amenuisent. On a donc quelqu'un qui est en train de vivre un certain nombre de frustrations. Et ces frustrations, comment va-t-il les supporter ? Eh bien, c'est vrai qu'il a tendance à se réfugier de plus en plus dans l'alcool. Marcel Boucheron est un ami de longue date de cet homme. Le divorce n'a rien amené de trop, au contraire. Ça lui a retiré, disons, de la volonté. Bon, quand on a des ennuis, on se reporte sur quelque chose. Bon, lui, il avait pris la boisson. Les gendarmes demandent au patron de la Syrie ce qu'il a fait le soir du meurtre. Le chef d'entreprise dit avoir dîné comme tous les mercredis chez sa fille. Interrogé sur son heure de retour, il précise être rentré chez lui vers 21h30, heure à laquelle Janine Sopka a disparu. C'est un homme, on lui demande vous faites quoi? Je fais rien. Il ne va pas vous inventer quelque chose, il ne va pas vous monter un alibi, il ne va pas aller chercher quelqu'un qui va essayer d'expliquer, il ne va pas demander à quelqu'un, sa fille, de dire qu'il est parti plus tard. Rien. Il dit je suis rentré chez moi, je me suis couché. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations en étudiant les relevés téléphoniques de cet individu. Tous les soirs, lorsqu'il rentre du travail, il va composer le numéro de sa messagerie vocale pour voir s'il a des messages qui sont arrivés en son absence. Et il n'y a pas d'exception à la règle. Sur les 6 mois qui ont été vérifiés, entre décembre 2002 et mai 2003, il n'y aura que 3 exceptions. Le jour de l'an et Noël, parce qu'on sait que ce jour-là, effectivement, il n'était pas chez lui, mais qu'il passait les fêtes chez ses filles. Et, très curieusement, le 19 février, c'est-à-dire le jour même de la disparition de Janine Sopka. Là, les services d'enquête vont en déduire que, comme il ne le fait pas, et comme le lendemain, il aura un emploi du temps où on a des appels sur son usine un peu décalés dans la matinée, il est possible qu'il ait fait quelque chose pendant la nuit. Il est possible qu'il ait fait quelque chose pendant la nuit. Lui vous dira « moi je dormais ». Quand vous êtes seul dans votre maison, que vous rentrez chez vous dans un petit village où il n'y a personne la nuit et que vous en ressortez le lendemain et que vous allez à votre travail, vous ne pouvez pas prouver que vous étiez à un endroit donné. Ça n'en fait pas quelqu'un qui a commis des faits. Le 15 octobre 2003, les gendarmes décident de placer le patron de la Syrie en garde à vue. Ils le soupçonnent d'avoir reçu la victime chez lui le soir des faits. Janine Sopka descend du véhicule de son amant à une dizaine de mètres du domicile du suspect. Elle connaît personne d'autre dans la rue. Par voie de conséquence, il est tout à fait plausible d'imaginer que, se retrouvant seule dans cette rue, elle s'adresse à la seule personne qu'elle y connaissait, à savoir son voisin. Les enquêteurs sont persuadés que leur suspect connaît Janine Sopka, plus qu'il ne veut l'admettre. La rumeur pourra laisser entendre que peut-être il se passerait quelque chose. Mais personne n'a jamais rien vu. Personne. Il y a eu des témoignages qui s'avéraient en fait n'être que des ragots, puisque quand on essaye de pousser un peu plus loin les investigations, c'est toujours j'ai entendu que un tel disait que, et puis quand on va interroger un tel, on va s'apercevoir mais non, mais moi j'ai jamais dit ça. Donc ce sont des témoignages qui vont déboucher sur rien de concret. Même quand ils placent en garde à vue, malgré tout ce travail, on se rend compte qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien de véritablement patent. Bon, ils ont des éléments. Je pense que si mon client n'avait pas été propriétaire d'une scierie, il y a tout lieu de penser qu'on ne se serait jamais intéressé à lui. Il aurait été horticulteur, on ne se serait pas posé la question. Parce que si on enlève cet élément-là, au moment de sa garde à vue, il ne reste rien. Le patron de la Syrie est longuement interrogé, mais les gendarmes ne trouvent pas d'éléments à charge leur permettant d'étayer leurs soupçons. C'est alors que des experts en graphologie désignent le chef d'entreprise comme étant l'auteur probable de la lettre anonyme incriminant l'amant de Janine Sopka.
Ils pensent également reconnaître son écriture dans le courrier à connotation sexuelle signé d'un certain Paul Bizou, retrouvé chez la victime. Les enquêteurs décident alors de perquisitionner la scierie du suspect. Je suis arrivée sur les lieux dans le village, il était complètement bouclé par les gendarmes. Il y avait presque autant de gendarmes que d'habitants. Ils ont donc entouré la scierie, ils ont arrêté le directeur, perquisitionné, bouclé les lieux, fait des relevés. Ils ont interrogé un par un tous les employés de la scierie. Les gendarmes somment les ouvriers de quitter leur poste de travail. Nous, on pensait que c'était pour une histoire de drogue qu'il y avait dans le village. Ils m'ont demandé d'arrêter l'engin, je suis reparti chez moi, et après ils m'ont convoqué à la gendarmerie. On est tous passés à la gendarmerie. Avec cette perquisition surprise, les gendarmes espèrent trouver des preuves de l'implication du suspect dans le meurtre de Janine Sopka. Des techniciens en identification criminelle dépêchés sur les lieux vaporisent un produit chimique à base de luminol pour révéler la présence d'éventuelles traces de sang. Ils vont quand même être surpris d'en découvrir un peu partout dans l'atelier. Principalement au niveau d'une scie, on va en trouver à l'aplomb, donc au plafond, ce qui suppose quand même qu'il y a eu du sang qui a giclé assez haut. On va trouver du sang également à différentes hauteurs dans l'atelier, y compris sur le sol. Et non seulement en ce qui concerne l'entourage immédiat de cette scie, mais également sur une autre, où là on va découvrir qu'il y a du sang à l'intérieur du carter d'évacuation des sciures. Ça fait beaucoup, sans compter qu'on en trouve également dans le coffre de la Renault 21 utilisée par le principal suspect. Quand il est interrogé sur des résultats, il dit, écoutez, moi je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'accident. Il y a pu avoir un accident il y a quelque temps avec un doigt coupé ou autre chose comme ça, mais j'ai pas d'autre explication. C'est quelqu'un qui a une défense binaire. Je ne vais pas vous inventer, je ne vais pas essayer de vous dire que je suis allé couper un mouton pour une fête ou autre chose. Je ne vais pas vous expliquer que, le cas échéant, j'ai prêté ma scierie, que j'ai retrouvé la scierie d'ailleurs fracturée, que quelqu'un serait rentré. Non. Dit, moi, je ne peux pas vous donner d'explication. Point. Les soupçons des enquêteurs à l'encontre du patron de la scierie se renforcent. À tous ces indices qu'on a déjà énumérés viennent s'ajouter un certain nombre de témoignages qui sont pour le moins troublants aussi. Ce sont des témoignages de salariés de la scierie et puis également d'un réparateur qui intervient occasionnellement pour effectuer des réparations sur les scies de l'atelier, qui viennent dire qu'à un moment donné, ça sentait la charogne dans l'atelier. Le réparateur précise avoir senti cette odeur de putréfaction en mars 2003, c'est-à-dire juste après le meurtre de Janine Sopka. Le lendemain de la perquisition, le patron de la scierie est mis en examen pour homicide volontaire. Le juge d'instruction ordonne son placement immédiat en détention provisoire. Pour quelqu'un qui est très connu quand même dans la région, ça fait un scandale, quoi. Enfin, c'est une bombe. Tout le monde s'est dit, ils ont trouvé le coupable. Il y avait une partie du village qui disait que c'est pas possible que ce soit lui, il se trompe. Puis il y avait une autre partie des gens qui voyaient en lui le coupable idéal. Quelques jours plus tard, les experts de la gendarmerie livrent leurs conclusions. Les traces de sang retrouvées dans la scierie et dans le véhicule du suspect sont inexploitables. Il est même impossible de déterminer s'il s'agit bien de sang humain. Alors s'il y avait du sang, il y avait des bestioles aussi qui traînaient. Il y avait des chats. Dans la pelouse derrière, il y avait des canards. Un chat qui chope un canard, les vitres ils sont cassées, la porte, il y a des trous comme ça en bas des portes. Il va venir manger sa bestiole-là, puis il va laisser le restant là, ça va puer, ça va sentir mauvais. Donc faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les résultats des analyses de sang ne permettant pas d'incriminer formellement le patron de la scierie, le mis en examen obtient sa libération après 9 jours d'incarcération, le 19 décembre 2003. La détention, ça lui a provoqué, disons, quelque chose de malfaisant. Quelque chose de malfaisant dans la tête. Il ne supportait pas, il ne supportait plus. Il ne riait plus comme avant, c'était plus pareil. Je l'ai rencontré à sa sortie de prison. Il est venu et il s'est mis à pleurer. J'ai dit, écoute, moi j'ai jamais cru que tu étais responsable. On va boire un verre ensemble et puis on se dit bonjour comme d'habitude au football. Mais il avait été marqué quand même,
Les 10 jours de tôle, je pense qu'il a fait 10 jours, hein, un peu de choses près. Ça doit vous secouer un peu, hein. Ça doit vous secouer un peu. Hélène Couture a partagé la vie du suspect après sa sortie de prison. Elle l'a toujours soutenu pendant ces années difficiles. Sa fille m'a même dit un jour, tu n'as pas peur avec papa, avec ce qui s'est passé? Je dis, je croirais jamais que c'est ton père qui a fait ça. Hein. Mais je vous dis, il n'aurait pas fait mal à une mouche. Malade et anéanti par son séjour en prison, l'homme décède 7 ans plus tard. Durant ces quelques années, il n'a eu de cesse de clamer son innocence. Pour ses amis et sa famille, il est impossible que cet homme ait commis le crime dont on l'accuse. S'il y avait eu quelque chose, je l'aurais senti. Ah oui, je l'aurais senti dans ses paroles, dans son regard. Il n'aurait pas osé me regarder en face. Hélène Couture se souvient des dernières paroles de son compagnon. Le jour qu'il est décédé, je suis arrivée à l'hôpital. Parce que moi, tous les jours, j'allais le voir. Hein. C'est moi qui lui lavais son linge, tout le restaurant. Je suis arrivée à l'hôpital. Les infirmières, elles étaient autour de lui. Et ils lui mettaient de l'insuline. Et puis, il fait, oui, pire, c'est pas moi. Je peux le jurer que c'est pas moi. Avant de mourir, ce qu'il a dit, je peux jurer que c'est pas moi qui l'ai tué. Alors, pour dire ça avant de mourir... Ses dernières paroles. Après le décès de cet homme, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le parquet d'Avesnes-sur-Helpe, le 10 avril 2013. L'ordonnance de non-lieu, pour l'avocat que je suis, très honnêtement, elle m'interpelle. Voilà. Elle m'interpelle parce que il est indiqué que même s'il est probable que nous ayons plus d'éléments contre lui, on n'a rien de véritablement solide pour dire que c'était lui. Mais de toute façon, il y a un non-lieu parce qu'il est décédé et qu'il y a une extinction de l'action publique. J'ai rappelé dans mon réquisitoire définitif tous les éléments à charge et aussi à décharge d'ailleurs. Alors s'il n'était pas décédé, est-ce qu'il y aurait eu non-lieu quand même? La question reste ouverte. Malheureusement, cet homme est décédé sans qu'il ait été innocenté. Et pour lui, c'était extrêmement important. Il voulait pouvoir dire aux autres, moi, j'ai rien fait dans cette procédure-là. Et les dernières paroles, c'est sa famille qui me le disait, c'est sa fille qui m'en parlait. Lorsque, malheureusement, il va décéder, ça va être de dire, je ne serai pas blanchi de cette affaire. Il attendait d'être blanchi. Il attendait qu'on dise, il n'a rien à voir avec cette procédure. L'ordonnance de non-lieu a définitivement clôturé l'instruction sur le meurtre de Janine Sopka. Cette ordonnance a été rendue après le décès du principal suspect, qui attendait toujours de savoir s'il allait être ou non renvoyé devant une cour d'assises. Son avocat regrette que son client n'ait pas été innocenté de son vivant. Pour être tout à fait clair, Arnaud, cette ordonnance n'est pas la reconnaissance post-mortem de son innocence. À défaut d'autres pistes sérieuses, le décès du principal et même de l'unique suspect dans cette affaire clôt l'instruction, met fin à cette instruction, et ce, en toute logique judiciaire. D'ailleurs, le procureur nous a confié que si le patron de la scierie n'était pas décédé, il n'aurait peut-être pas bénéficié d'un non-lieu. Pourtant, on sent bien, Jean-Marc, que le juge d'instruction manquait d'éléments à charge pour le renvoyer devant une cour d'assises. Je rappelle que le chef d'entreprise est resté pendant 7 ans mis en examen avant de mourir. Oui, 7 ans, c'est long, c'est même très long dans ce type d'affaires. Ça montre bien que malgré les apparences, ce dossier était assez fragile. Il est bien évident que sa qualité de directeur d'une scierie a nourri l'essentiel des soupçons contre lui, puisque les enquêteurs, les gendarmes, pensent à juste titre que le corps de Janine Sopka a été découpé à l'aide d'une scie industrielle, d'une scie professionnelle. Mais les gendarmes n'avaient simplement pas assez de billes. Ils n'ont pas pu établir notamment que le chef d'entreprise connaissait Janine Sopka. Alors il y a tout de même les expertises en graphologie qui montreraient qu'il a écrit à la victime sous le pseudonyme de Paul Bizou et qu'il est l'auteur d'un courrier dénonçant l'amant de Janine Sopka. Oui, mais les experts graphologues ne disent pas qu'il s'agit de la même écriture. Ils disent qu'il y a une ressemblance troublante entre l'écriture des 2 lettres anonymes et l'écriture du suspect. La graphologie est loin d'être une science exacte. Elle n'apporte jamais de preuves irréfutables. Il faut selon moi l'utiliser et l'interpréter avec beaucoup de prudence. Lors de la perquisition de la scierie, les experts de la gendarmerie ont révélé la présence de nombreuses traces de sang. Comment expliquez-vous qu'il n'ait pas réussi à en déterminer l'origine?
Alors ces traces de sang n'étaient pas visibles à l'œil nu. Il a fallu utiliser un produit chimique pour les révéler, pour les faire apparaître. Elles étaient probablement de petite taille et très dégradées eu égard au milieu ambiant dans lequel elles se trouvaient. Milieu ambiant fait de sciure et de graisse, si bien qu'on a pu déterminer qu'il s'agissait de sang, mais on n'a pas pu déterminer s'il s'agissait de sang humain ou animal, et encore moins en extraire de l'ADN. De nouvelles analyses ont été depuis effectuées, elles n'ont rien révélé de plus. On voit bien que dans ce dossier, on ne peut avoir aucune certitude, même s'il est vrai que le patron de la Syrie fait figure de suspect idéal. Certains croient en sa culpabilité, d'autres sont persuadés du contraire. Je me garderai bien, Arnaud, d'exprimer un avis, car il n'existe au final aucun élément à charge incontestable contre cet homme. Moi, je reste persuadé que le tueur est toujours là. Je reste persuadé qu'on n'a pas fini d'en parler et qu'un jour ou l'autre, ça ressortira. L'enquête sur le meurtre de Janine Sobka a profondément marqué tous ceux qui y ont participé. C'est une affaire que les enquêteurs ont vraiment pris à cœur et qu'ils avaient la volonté d'élucider. Ils n'ont absolument négligé aucune piste. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu accomplir de plus comme investigation pour parvenir à la vérité. Quelle que soit l'identité du tueur de Janine Sobka, les enquêteurs français et belges doivent continuer à collaborer. Si un jour on trouve le meurtrier de Janine Sobka, il y aura bien sûr une enquête approfondie pour savoir si ce suspect pourrait être le dépeceur de monstres. Donc je suis sûre ici qu'après la diffusion de l'émission, la cellule Corpus va encore collecter des témoignages, même après toutes ces années, des témoignages qui seront recoupés et vérifiés. Les années passent, mais la nécessité de connaître la vérité ne faiblit pas. Je parle régulièrement d'elle. Ouais. Je me dis qu'au final, il y a un assassin qui court, ça fait des années. J'espère qu'un jour, on retrouvera la personne qui a fait ça. C'est monstrueux. D'en arriver là, je pense qu'il ne faut pas avoir de cœur. Le meurtre de Janine Sobka n'a été suivi d'aucune constitution de partie civile, c'est-à-dire qu'aucun membre de sa famille n'a cherché à prendre connaissance des avancées de l'enquête. C'est assez rare dans les affaires criminelles et toujours symptomatique de la vie solitaire de la victime. Quelques proches seulement se préoccupaient de l'existence de Janine Sobka, mais le crime atroce dont elle a été victime n'a laissé personne indifférent. Face à la barbarie des faits, le non-lieu prononcé dans cette affaire apparaît comme un terrible aveu d'échec de la justice. Espérons qu'un fait nouveau permette un jour de provoquer la réouverture de l'instruction. Bonsoir.